Bonjour, je suis le docteur Nicolas Dritsch. Je vais vous présenter aujourd'hui, pour le 4e module, la modélisation centrée agent. Voici ma carte d'identité et je vais de ce pas partager l'écran. Donc, après avoir délimité le système, défini la problématique d'intérêt, puis mis en place la théorie de changement et identifié un certain nombre de mécanismes à l'intérieur du système, nous allons passer maintenant à la modélisation. La modélisation centrée agent présente plusieurs intérêts. Le, le premier intérêt va être de mettre en lumière la place, les fonctions et les interactions des acteurs du système à partir de leurs caractéristiques et compétences afin d'identifier et mieux comprendre les mécanismes en jeu, mieux piloter la trajectoire de soins et adapter au fil du temps la théorie de changement selon les actions des agents et les résultats obtenus. Alors, pour ce faire, on utilise un diagramme de classe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes à l'intérieur de la modélisation et chaque classe présente ce qu'on appelle des attributs. Donc, nous avons d'abord pris comme classe les résidents, puisque c'est ceux qui nous intéressent en particulier. Et leurs caractéristiques vont être l'autonomie, l'indépendance, bien entendu la qualité de vie, puisque c'est l'un de nos objectifs principaux, et la capacité d'alimentation. C'est ce sur quoi on va essayer d'agir pour améliorer la qualité de vie. Pour les libéraux et hospitaliers, donc les professionnels de santé, nous utilisons le modèle théorique Montréal-Toulouse parmi les attributs. Donc tout d'abord, la compréhension des besoins, des demandes et du contexte du système, la prise de décision par rapport à l'ensemble de ces éléments récupérés et bien entendu l'intervention. Nous avons ajouté les compétences techniques, relationnelles, éducatives et la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter selon l'évolution de la situation. Vous pouvez voir qu'en réalité, il y a un lien évident entre les caractéristiques que nous avons notées ici qui correspondent à la théorie NPT et le modèle Montréal-Toulouse, à savoir que finalement, on pourrait dire que la compréhension et la prise de décision se rapportent à l'autonomie, à la capacité de prendre des décisions et d'évaluer son environnement, et l'intervention, c'est-à-dire l'action, correspond finalement à l'indépendance, la capacité d'agir dans son environnement. En ce qui concerne les professionnels de l'EHPAD, nous reprenons cette notion d'autonomie qui est importante puisque l'objectif est qu'ils puissent prendre des décisions au mieux pour la santé des résidents. Leurs compétences techniques, relationnelles et éducatives, donc les mêmes, enfin en tout cas proches des libéraux et hospitaliers. La proximité avec les résidents. On a besoin qu'ils soient des guides du parcours de vie des résidents et qu'ils puissent jouer un rôle de veille sanitaire. En ce qui concerne les pouvoirs publics, parmi leurs attributs, nous avons noté le soutien financier, l'évaluation et la qualité des actions menées, la diffusion en conséquence sur le territoire de ces résultats et, si possible, une évolution de la législation. Donc en fait, chaque classe, on le sait, au sein d'un système complexe, vont interagir. Et donc nous avons essayé de mettre en lumière les premières interactions. Donc bien entendu, on attend de cette classe-là qu'elle interagisse sur les résidents pour améliorer leur capacité d'alimentation et par là même leur qualité de vie et qu'ils puissent évaluer les degrés d'autonomie et d'indépendance. On attend aussi des libéraux et hospitaliers, à partir du modèle Montréal-Toulouse, qu'ils puissent jouer un rôle sur les professionnels de l'EHPAD, notamment en améliorant leurs compétences techniques, relationnelles, éducatives, l'autonomie, etc. Et on attend aussi des professionnels de santé qu'ils puissent diffuser leur travail au pouvoir public afin que ceux-ci puissent évaluer la situation et ensuite l'élargir
sur le territoire et pourquoi pas de légiférer dans ce sens. En ce qui concerne les professionnels de l'EHPAD, on attend d'eux qu'ils puissent être, comme on l'a dit, le plus proche possible des résidents et donc de jouer un rôle sur leur qualité de vie, d'interagir avec les libéraux et hospitaliers lorsque c'est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions sur la pertinence d'une intervention médicale auprès des résidents, et d'interagir bien entendu avec les pouvoirs publics en tant que veille sanitaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien entendu que les résidents auront un rôle pour interagir avec les libéraux, puisque ça permettra aux libéraux de voir si ce qu'ils font est vraiment efficace ou pas. De même, au niveau des professionnels de l'EHPAD, on l'a dit lors de la théorie de changement, à savoir que si leur qualité de vie augmente, ça permettra aux professionnels de l'EHPAD d'améliorer aussi leurs compétences techniques, relationnelles, éducatives, etc. On espère que les pouvoirs publics pourront amener le soutien financier auprès des libéraux en adaptant les types de financement des soins spécifiques, mais aussi auprès des professionnels de l'EHPAD pour qu'ils puissent améliorer leurs compétences. Et à l'intérieur, on l'a dit aussi, il y aura probablement des boucles de rétroaction interne aux classes, c'est-à-dire qu'on espère que meilleures seront leur santé orale, la santé orale des résidents, et plus ils pourront interagir entre eux et donc améliorer quelque part le lien social entre eux et donc leur qualité de vie. On espère aussi que les professionnels de l'EHPAD, en ayant de meilleures compétences notamment, pourront euh, diffuser l'information aussi bien à l'intérieur de l'EHPAD qu'à l'extérieur d'autres EHPAD pour pouvoir former d'autres personnes, ce qu'on a appelé des référents en santé orale. Et on espère qu'il y ait suffisamment de discussions et d'échanges entre les professionnels de santé, entre les secteurs de la santé, pour améliorer les attributs ici même. Pour mettre en lumière et pour mieux piloter notre modèle, on peut utiliser un programme qui s'appelle NetLogo. Et donc, dans ce programme, en fait, on met en place ce qu'on a à l'intérieur du monde, donc le système quelque part, les différents agents, les différents acteurs du système, donc les résidents, les professionnels de santé, les professionnels de l'EHPAD et la gouvernance. On prend des variables, des attributs qui nous semblent pertinents pour le pilotage du système et donc des mécanismes en jeu à l'intérieur du système. Et on va mettre en place des valeurs qui vont nous aider à imaginer ce qu'il se passerait si, par exemple, on augmentait le niveau de connaissance. On espère qu'il y aura une meilleure adéquation entre l'offre et les besoins, puisqu'on pourrait réduire les besoins de soins en améliorant les connaissances en santé orale. Et nous l'avons vu aussi, on espère pouvoir ainsi améliorer la qualité de vie des résidents. Dans les autres attributs, nous avons noté que s'il y avait une augmentation du financement, alors on pourrait espérer une augmentation, une meilleure adéquation de l'offre et des besoins en augmentant cette fois-ci l'offre avec des professionnels de santé qui pourraient être plus engagés. Et nous avons noté donc par ailleurs que ceci permettrait d'augmenter le niveau de connaissance aussi. On l'a objectivé tout à l'heure dans la page précédente. Et tout ça mènerait, on le souhaite fortement, à une meilleure qualité de vie à l'intérieur de l'EHPAD. Ce qui pourrait améliorer la confiance au sein du système. Si la qualité de vie augmente, la confiance au sein du système augmente et donnerait plus de chances de tendre vers un élargement territorial, puisque ça pourrait permettre de diffuser plus facilement l'action que nous avons menée. Merci